Personne ne naît avec l'amour de soi déjà prêt. Vous n'êtes pas né en sachant vous aimer. L'amour de soi est quelque chose qui se construit. Sauf qu'en pratique, beaucoup de gens grandissent en apprenant exactement l'inverse, en n'entendant plus de critiques que de conseils, en recevant plus de comparaisons que de reconnaissance, en vivant davantage sous la pression que dans le soutien. Et sur le moment, cela ne semble pas si grave, mais tout cela s'accumule. Jusqu'au jour où, sans même vous en rendre compte, vous cessez de croire en vous-même. Vous commencez à modifier votre comportement. Vous cachez vos défauts au lieu de les accepter. Vous réduisez vos rêves au lieu de les nourrir. Vous commencez à avoir honte de qui vous êtes au lieu d'en être fier. Et c'est pour cela que, même si vous paraissez fort à l'extérieur, vous vous sentez souvent fragile à l'intérieur. Vous portez la peur de vous regarder en profondeur, de rouvrir d'anciennes blessures, de ne pas trouver de valeur en vous-même. Mais il y a une vérité que vous devez entendre. Cette peur n'est pas vous. Cette pensée n'est pas née avec vous. Elle a été construite. Le stoïcisme ne considère pas l'estime de soi comme quelque chose de purement émotionnel. Il la considère comme quelque chose qui peut être entraîné. Vous pouvez réécrire la manière dont vous vous voyez, retrouver votre force et surtout, construire un amour de soi solide qui ne vacille pas face aux critiques, aux rejets ou aux échecs. Et c'est exactement de cela que nous allons parler ici. 10 leçons stoïciennes pour reconstruire la manière dont vous vous percevez, dont vous vous traitez et dont vous vous positionnez face à la vie. Avant de commencer, faites une chose simple. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, j'apprends ». Ce n'est pas juste une phrase. C'est un point de décision parce qu'au moment où vous acceptez que vous pouvez apprendre, vous cessez de vous traiter comme un problème et vous commencez à vous traiter comme quelqu'un capable d'évoluer. Vous cessez de vous juger et vous commencez à vous entraîner. Et quand ce changement arrive, tout le reste commence à prendre sens. Leçon 1. La structure imparfaite. Il existe un piège silencieux qui atteint tout le monde. L'idée que tu ne mériteras le respect, la valeur, l'amour de toi-même, que lorsque tu seras prêt, lorsqu'il n'y aura plus de défauts, plus d'insécurité, plus de contradictions. Mais ce moment n'arrive jamais, parce qu'il n'existe pas de version finale de quelqu'un qui est encore en train de se construire. S'aimer vraiment, ce n'est pas attendre de devenir irréprochable. C'est être capable de soutenir son propre regard sans fuir, et malgré ça dire « Je ne suis pas encore prêt, mais je suis en mouvement », et cela me place déjà en avance sur la majorité des gens. Il existe une technique japonaise appelée kintsugi, utilisée pour restaurer des vases brisés, et elle porte une idée qui change complètement la manière dont tu regardes tes défauts. Les artisans ne cachent pas les fissures, ne dissimulent pas les dégâts, n'essaient pas de revenir à ce que l'objet était avant. Ils remplissent les failles avec de l'or. Ce qui était brisé devient une mise en valeur. Ce qui était un défaut devient une identité. Maintenant réfléchis-y avec lucidité. Le problème n'a jamais été le fait que tu aies des défauts. Le problème a été d'essayer de les cacher comme s'ils étaient une honte, alors qu'en réalité, ils sont précisément l'endroit où tu peux devenir plus fort. Sénèque disait que personne n'est assez sage pour ne plus rien avoir à apprendre, et c'est un rappel direct du stoïcisme. Si tu as encore des défauts, c'est parce que tu es encore en chemin, et cela est un signe de vie, pas d'échec. Retiens bien ceci. Celui qui prétend être parfait finit par se figer. Celui qui assume son imperfection évolue. Combien de fois as-tu essayé de maintenir une image qui ne correspondait pas à ce que tu ressentais réellement? Combien de fois as-tu préféré paraître fort au lieu d'être honnête avec toi-même? Ce genre d'attitude crée une division intérieure. À l'extérieur, tu gardes le contrôle. À l'intérieur, tu accumules de la tension, de l'insécurité et de l'usure. Et personne ne peut soutenir cela très longtemps sans en payer le prix. Les stoïciens n'ont jamais parlé d'éliminer les défauts. Ils ont parlé de travailler dessus avec conscience, parce que chaque défaut mal dirigé devient une faiblesse. Mais ce même défaut, lorsqu'il est compris, devient un outil. L'impatience peut devenir une exécution rapide, l'insécurité peut devenir de la préparation, l'obstination peut devenir de la constance. Chaque défaut cache un potentiel, mais cela n'arrive que lorsque tu arrêtes de nier et que tu commences à les utiliser. Maintenant, simplifie cela dans l'action, sans théorie excessive. Voici la pratique stoïcienne d'aujourd'hui, directe et applicable. Choisis un vrai défaut, pas quelque chose de générique. Écris 2 situations concrètes dans lesquelles il t'a déjà nui. Et définissez, à partir d'aujourd'hui,
une utilisation stratégique de ce défaut. Exemple simple, je suis impatient. Cela m'ennuie dans des décisions impulsives. Je vais utiliser cela pour agir rapidement dans les tâches simples, mais faire une pause avant les décisions importantes. Répète cela pendant 7 jours, un défaut par jour. À la fin d'une semaine, tu ne te sentiras pas corrigé, tu te sentiras plus conscient et surtout davantage maître de toi-même. Et cela change tout. Parce qu'au moment où tu arrêtes de cacher qui tu es, tu cesses de gaspiller ton énergie à essayer de paraître quelque chose, et tu commences à construire, avec précision, ce que tu peux devenir. Leçon 2. Prends le contrôle de tes réactions. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles la manière dont tu y réagis. C'est l'une des plus grandes forces de l'être humain. L'amour de soi inébranlable naît au moment où tu arrêtes d'être l'otage des paroles, des critiques ou des provocations des autres, et où tu commences à gouverner ton propre intérieur. Épictète disait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement ». Cela ne signifie pas ignorer ce qui arrive, cela signifie comprendre où le dommage s'installe réellement. La douleur peut naître dans l'impact, mais elle ne se prolonge que lorsque tu répètes mentalement ce qui s'est passé, comme quelqu'un qui continue d'appuyer sur une blessure ouverte. Quand quelqu'un essaie de te rabaisser, le choix ne se trouve pas dans ce qui a été dit. Il se trouve dans ce que tu fais après cela. Tu peux transformer cela en bruit passager ou en écho qui continue de tourner dans ton esprit. Pense au nombre de fois où tu as réagi impulsivement avant de le regretter ensuite. Tu as dit quelque chose de blessant à une personne que tu aimes. Tu as explosé pour un détail insignifiant, ou tu t'es enfermé dans un silence lourd qui a créé plus de tension que n'importe quel mot. Le problème n'est pas l'émotion, c'est la vitesse avec laquelle tu lui obéis. Quand la réaction arrive sans intervalle, tu ne décides pas, tu exécutes simplement un schéma. Marc Aurèle, même en étant empereur, faisait face à des critiques constantes et écrivait malgré tout « Si quelqu'un t'offense, c'est lui qui se dégrade, pas toi ». Cette phrase n'est pas morale, elle est fonctionnelle, elle te rend ton pouvoir de décision. Le monde continue d'être imprévisible, mais cela ne t'oblige pas à devenir automatique. Une réaction sans filtre est comme une porte laissée ouverte. N'importe quel stimulus entre et prend de la place. Le contrôle de soi ne signifie pas absence d'émotion. C'est la capacité de retarder la réponse jusqu'à ce qu'elle ait du sens. Et c'est ici que la pratique stoïcienne doit cesser d'être un concept pour devenir une procédure. Les stoïciens utilisaient la préméditatio malorum, mais pas comme une réflexion vague. Ils répétaient mentalement des situations spécifiques afin de réduire le temps de réaction lorsqu'elles se produisaient. Tu peux faire la même chose de manière objective. Choisis une situation récurrente qui te fait habituellement perdre ton équilibre. Une seule, cela peut être une critique, un retard, une remarque sèche. Maintenant, définis à l'avance. Quelle sera ta réponse standard face à cela? Pas quelque chose de beau, quelque chose de fonctionnel, court, exécutable, répétable. Par exemple, si quelqu'un te provoque, tu poses une question au lieu de réagir. Si quelque chose prend du retard, tu réorganises immédiatement l'étape suivante. Si tu entends une critique, tu réponds seulement après quelques secondes, jamais sur le moment. Ce n'est pas un contrôle émotionnel abstrait, c'est une prédécision. Et au moment où la situation arrive, entre alors le point le plus simple et le plus décisif, la règle des 3 respirations. Avant toute réponse, tu fais 3 cycles complets de respiration, sans exception. Cet intervalle crée un espace entre le stimulus et l'action, et cet espace est précisément l'endroit où le contrôle existe. Sans cet espace, tu réagis. Avec cet espace, tu choisis. Une autre pratique renforce cela, la prise de distance. Observe tes pensées comme des événements qui passent. La colère, l'irritation, l'anxiété. Elles apparaissent comme une impulsion physique, mais elles n'ont pas besoin de se transformer en comportement. Quand tu comprends cela dans la pratique, quelque chose change concrètement. Tu arrêtes de traiter chaque émotion comme un ordre auquel tu dois obéir. Le contrôle de soi ne consiste pas à avoir l'air calme. Il consiste à ne pas abandonner ta direction au moindre stimulus extérieur. Parce que lorsque tu maîtrises tes réactions, tu réduis drastiquement les erreurs qui coûtent le plus cher dans ta vie, les décisions prises sous l'impulsion. Et éviter les mauvaises décisions vaut bien plus que tenter de les réparer après. Quand tu ressens une impulsion forte, applique le protocole.
D'abord le déclencheur identifié, ensuite la réponse définie, et enfin 3 respirations avant d'agir. Simple, répétable, entraînable. Parce qu'au fond, celui qui contrôle sa propre réaction n'a pas besoin de vaincre le monde. Il a seulement besoin de garder le contrôle au moment où cela compte le plus. Leçon 3. Apprends à te connaître toi-même. S'aimer solidement ne commence ni avec la motivation, ni avec des phrases répétées devant un miroir. Cela commence avec la clarté. Parce que tant que tu ne comprends pas ce qui te pousse à agir, n'importe quelle influence extérieure devient une direction. Tu peux gagner le respect, sembler confiant, même te démarquer dans certains environnements. Mais si tu ne sais pas qui se cache derrière tes choix, tout s'effondre à la première vraie pression. Il suffit d'une critique, d'un compliment manipulateur ou d'un doute intérieur, et tu ne sais déjà plus sur quoi t'appuyer. Pense à une boussole. Si elle est déréglée, peu importe la distance que tu parcours, tu t'éloignes simplement davantage de ta destination. C'est exactement ce qui arrive à quelqu'un qui ne se connaît pas. La personne bouge, fait des efforts, mais reste toujours hors de sa direction. Michel de Montaigne a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement ici. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Et cela n'a rien d'abstrait. Cela signifie ne pas s'abandonner pour entrer dans certains endroits, ne pas se déformer pour être accepté, ne pas négocier ce que tu sais être une partie essentielle de toi. Le problème, c'est que tu as été entraîné à faire l'inverse. Avant de te comprendre, tu as appris à plaire. Avant de construire une opinion, tu as appris à t'adapter. Combien de fois as-tu dit « comme tu veux » alors qu'au fond cela comptait pour toi? Combien de fois as-tu été d'accord juste pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu gardé quelque chose d'important pour toi, non pas par maturité, mais par peur du rejet? Chacun de ces choix semble petit, mais ils produisent tous le même effet. Ils t'éloignent de ton propre centre. Et quand tu t'en éloignes trop, quelque chose de plus grave encore se produit, tu perds ton critère intérieur. Tu ne sais plus si une décision est vraiment la tienne ou si elle a été héritée de ton environnement. Tu perds la distinction entre conviction et adaptation. Et sans ce critère, n'importe quelle comparaison te diminue. N'importe quelle opinion plus affirmée te pousse dans une direction. Mais quand tu définis ce que tu valorises, ce que tu acceptes et ce que tu refuses de négocier, ton attitude cesse d'osciller. La connaissance de soi n'est pas une introspection vide, c'est une lecture des schémas. C'est comprendre que ta colère vient presque toujours d'une frustration, que ta procrastination n'est pas de la paresse, mais la peur de ne pas être à la hauteur, et que ton anxiété ne vient pas du présent, elle vient de la tentative de contrôler ce qui n'est même pas encore arrivé. Tu ne corriges pas cela en fuyant, tu le corriges en comprenant. Et c'est ici qu'entre la partie pratique, sans complications, sans rituel, juste un ajustement de comportement réel. Commence petit, mais avec intention. Échange aujourd'hui 30 minutes de distraction automatique contre une présence consciente. Moins de temps à réagir à du contenu, plus de temps à observer ce que tu ressens, ce que tu penses, ce qui te dérange. Réduis un peu le bruit extérieur, et tu commenceras à entendre quelque chose qui était étouffé depuis longtemps, toi-même. Cela peut être quelques minutes de silence avant de dormir, cela peut être une marche sans écouteurs, cela peut être simplement ne pas prendre ton téléphone au premier réflexe. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, il s'agit d'ouvrir un espace intérieur. Et lorsque cet espace apparaît, tu commences à remarquer des schémas, des décisions, des impulsions, et pour la première fois, tu commences à choisir avec davantage de conscience. Ton outil d'évolution, c'est la connaissance de toi-même. Au moment où tu commences à l'utiliser, ta vie s'élargit bien au-delà de ce que tu imaginais. Tu arrêtes de te placer dans des situations dont tu connais déjà la fin. Tu arrêtes de répéter des décisions qui t'ont déjà coûté cher. Tu arrêtes d'accepter ce qui a déjà prouvé que cela ne fonctionne pas. Non pas parce que tu es devenu quelqu'un de meilleur, mais parce que tu cesses enfin d'apprendre seulement après avoir été brisé et que tu commences à ajuster avant que cela arrive. Leçon 4. La force qui naît de la douleur. La douleur est inévitable. Les pertes, les rejets, les séparations. Aucun de nous ne traverse la vie sans être touché par cela. Mais il existe un point que presque personne ne remarque. La douleur est un événement. Le sens que vous lui donnez est un processus continu. Et c'est ce processus qui définit ce que vous devenez ensuite.
Le stoïcisme nous rappelle que chaque difficulté porte en elle une opportunité de renforcement. C'est ce qu'ils appelaient l'amor fati, aimer le destin, même lorsqu'il apporte des blessures que vous n'avez pas choisies. Marc Aurèle a écrit « Le feu éprouve l'or, comme l'adversité éprouve l'âme ». Mais cette épreuve ne se produit pas au moment de l'impact. Elle se produit dans ce que vous faites les jours suivants, quand personne ne regarde, quand la douleur cesse d'être un choc et devient une interprétation. La vie va vous mettre à l'épreuve. Elle va vous montrer que des personnes peuvent partir, que des relations peuvent se terminer, que des familles peuvent vous rejeter. L'impact est inévitable, mais le récit que vous construisez après cela est optionnel. Et c'est là que vous vous renforcez ou que vous vous affaiblissez. Pensez à quelqu'un qui a été rejeté par la personne qu'il aimait le plus, à un père qui n'a jamais été présent, à un partenaire qui est parti sans explication, à une amitié brisée de manière cruelle. Au début, cette douleur vous paralyse. Vous vous sentez petit, comme si vous n'aviez aucune valeur. Mais ce qui détruit, ce n'est pas seulement ce qui est arrivé, c'est la conclusion que vous tirez sur vous-même à partir de cela. Si vous pensez seulement « je n'étais pas suffisant »,« j'ai été abandonné »,« je ne mérite pas », ces phrases sont plus dangereuses que l'événement lui-même parce qu'elles continuent d'agir même quand la situation est déjà terminée. C'est précisément là que l'amour de soi peut naître, au moment où vous interrompez cette interprétation automatique et décidez de reconstruire le sens. Épictète, qui est né esclave et a vécu sous des limitations extrêmes, disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. » Et dans le cas de la douleur émotionnelle, réagir n'est pas ce que vous faites sur le moment, c'est ce que vous commencez à croire ensuite. Peut-être qu'une séparation vous a appris à vous regarder à nouveau, à comprendre que vous ne pouvez pas vivre uniquement pour satisfaire l'autre. Peut-être que le rejet familial vous a forcé à construire en vous l'acceptation que vous n'avez jamais trouvée à l'extérieur. Peut-être qu'une perte vous a montré que le temps est beaucoup trop court pour être investi là où il n'existe aucune réciprocité. La douleur indique quelque chose, elle ne vient pas seulement pour blesser, elle révèle exactement l'endroit où vous vous appuyez mal. C'est comme une structure qui s'effondre. Ce n'est pas le bruit de la chute qui importe, c'est ce que vous découvrez sur la base qui soutenait tout cela. Transformer la douleur en croissance ne signifie pas nier ce que vous ressentez. C'est traverser le deuil, le manque, la déception, sans transformer cela en identité. Vous ressentez la douleur, mais vous ne vous définissez pas par elle. C'est pleurer quand c'est nécessaire, sans construire toute votre histoire autour de ce moment. C'est ressentir le manque, sans transformer ce manque en mesure de votre valeur. Et c'est continuer à avancer, même sans clarté totale, parce que vous comprenez que rester immobile ne résout pas ce qui est déjà arrivé. Pensez à une douleur précise qui pèse encore en vous. Une seule puis complétée. À partir de cela, je commence à ne plus insister là où il n'y a pas de réciprocité. Ne plus dépendre de la validation pour me sentir suffisant. Qu'est-ce mettre fin au cycle plus rapidement. C'est à ce moment-là que la douleur cesse d'être un souvenir et commence à fonctionner comme un critère de décision. Et quand cela arrive, la même expérience qui aurait pu vous affaiblir commence à vous rendre plus sélectif, plus lucide et moins vulnérable à la même erreur. Parce qu'au fond, la douleur ne vous renforce pas toute seule. Elle ne se transforme en force que lorsque vous en extrayez une direction. La cicatrice n'est pas le problème. Le problème, c'est de traverser la douleur et de continuer à être la même personne, comme si elle ne vous avait rien appris. Leçon 5. Le blindage conscient. S'aimer soi-même demande le courage de se choisir. Et se choisir signifie comprendre que tout ne mérite pas votre présence, que tout le monde n'a pas droit à votre temps, et que n'importe quelle voix ne mérite pas votre énergie. Le blindage ne consiste pas à se fermer au monde, il consiste à définir ce qui peut vous traverser, sans déformer qui vous êtes. Beaucoup confondent générosité et soumission. Ils croient que dire « non » est un manque de bonté, alors qu'en réalité, c'est la forme la plus honnête d'amour de soi. Parce que celui qui ne dit jamais non, petit à petit, finit par se dire non à lui-même. Sénèque disait « La vie est assez longue, si l'on sait en faire usage ». Le problème n'est pas le manque de temps, c'est la dispersion sans discernement. Comment profiter de la vie si vous donnez votre temps sans filtre? Comment garder la paix intérieure si chaque invitation devient une obligation, si chaque faveur devient un poids?
si chaque attente des autres devient une direction. Cela n'arrive pas d'un seul coup. Cela arrive par accumulation. Un oui sans envie, puis un autre, puis encore un autre, jusqu'au moment où vous ne savez plus où se termine ce que vous voulez et où commence ce que les autres attendent de vous. Chaque fois que vous dépassez vos propres limites, vous renforcez un message silencieux, ce dont j'ai besoin peut attendre. Et quand cela se répète, vous cessez d'avoir confiance en vous-même. Le stoïcisme est très clair sur ce point. Votre ressource la plus rare n'est pas le temps, c'est l'attention dirigée. Marc Aurèle écrivait « La valeur de la vie de chacun dépend de la valeur de son attention ». Et ce n'est pas une belle réflexion, c'est un critère de décision. Si votre attention est toujours disponible, votre vie l'est aussi. Et tout ce qui est totalement disponible finit par perdre de la valeur, vous y compris. Poser des limites, ce n'est pas construire des murs, c'est construire des portes. Mais les portes fonctionnent avec deux éléments, le discernement pour ouvrir et la fermeté pour fermer. Sans discernement, vous vous exposez trop. Sans fermeté, vous vous abandonnez vous-même. Le blindage conscient, c'est cela. Ne pas réagir à la demande immédiatement, mais filtrer son impact avant d'accepter. Et ici, la pratique doit être concrète. Pendant les 3 prochains jours, vous n'allez pas tout changer. Vous allez entraîner un seul point. Choisissez une situation récurrente dans laquelle vous cédez automatiquement, une seule. Identifiez l'impulsion, l'envie de dire « oui », par habitude ou par inconfort. Ensuite, créez un intervalle de 3 secondes avant de répondre et utilisez une réponse courte et préparée. Exemple, je ne peux pas prendre ça maintenant. Je vais devoir refuser cette fois-ci. Je préfère ne pas m'engager là-dedans pour le moment. Sans trop vous justifier, sans adoucir vos mots jusqu'à leur faire perdre leur sens. Une limite n'a pas besoin d'être expliquée, elle a besoin d'être maintenue, et si dire non directement reste difficile, utilisez une version intermédiaire, repoussez la réponse. Je vais regarder ça et je vous redis. Ce petit délai casse déjà l'automatisme et vous redonne du contrôle. Parce que le point central n'est pas de tout refuser, c'est d'arrêter d'accepter sans décider. Chaque fois que vous maintenez une limite, même petite, vous renforcez quelque chose à l'intérieur de vous. Votre parole commence à avoir de la valeur à vos propres yeux. Et quand cela se répète, quelque chose change de manière concrète, pas émotionnelle. Vous cessez de vivre disponible et vous commencez à vivre dirigé. La vérité est simple, les limites ne sont pas des barrières contre le monde. Ce sont des structures qui vous empêchent de vous perdre à l'intérieur de lui. Leçon 6. L'atmosphère qui vous façonne. L'amour de soi ne se mesure pas seulement dans le silence de votre esprit, mais aussi dans les choix que vous faites autour de vous, parce que les personnes que vous laissez rester dans votre vie façonnent la personne que vous devenez. Les stoïciens le savaient. Ils disaient que la compagnie façonne le caractère, comme le sol façonne la plante. Si le sol est toxique, même l'arbre le plus fort finit par tomber malade. Sénèque écrivait « Choisissez des personnes meilleures à fréquenter, et vous deviendrez vous-même meilleur. Les relations sont des miroirs. Elles montrent à quel point vous vous respectez et vers quoi vous conduisez votre âme. Combien de fois êtes-vous resté dans une relation qui ne faisait qu'épuiser vos forces? Peut-être par habitude, peut-être par peur de la solitude, peut-être parce que vous pensiez ne pas mériter davantage. Mais chaque fois que vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous apprenez aussi aux autres qu'ils peuvent vous donner moins. Voilà l'abandon silencieux de soi qui détruit n'importe quel amour propre. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Mais dans la réalité, cela va au-delà de ce que vous pensez. Cela inclut ce que vous entendez de manière répétée. L'environnement n'est pas un décor, c'est une influence répétée. Si vous vivez entouré de critiques, de dévalorisation ou d'ironie, cela cesse d'être une simple opinion extérieure et commence à devenir une référence intérieure. C'est comme diminuer peu à peu la luminosité d'un écran. Vous ne le remarquez pas sur le moment, mais ensuite tout devient plus sombre que cela ne devrait l'être. Si les voix autour de vous ne font que vous rabaisser, à un moment donné, vous commencez vous-même à vous voir plus petit. Et c'est ainsi que l'identité ne s'effondre pas d'un seul coup. Elle est abaissée par de petites concessions répétées. L'amour de soi inébranlable commence lorsque vous prenez conscience de cet effet et que vous changez votre exposition. Il ne s'agit pas d'attendre de vous sentir fort pour quitter certains environnements. Il s'agit d'arrêter de rester là où vous devez vous réduire pour être accepté. Les relations ne sont pas neutres.
Soit elles renforcent vos critères, soit elles affaiblissent votre perception de votre propre valeur. Et ici, la réflexion doit devenir pratique. Vous n'avez pas besoin de tout analyser de manière compliquée. Vous devez observer les faits. Après avoir passé du temps avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que je me sens plus clair ou plus confus, plus stable ou plus irrité, plus entier ou plus vidé? C'est un thermomètre. Et pour simplifier les choses, utilisez la règle des 3 contacts. Observez les 3 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps aujourd'hui et répondez honnêtement. Qu'est-ce qu'elles renforcent en moi? Qui est-ce que je deviens quand je suis près d'elles? Est-ce que je peux être moi-même ou dois-je me diminuer pour être accepté? Si la réponse revient toujours vers l'usure, l'ajustement permanent ou la diminution de vous-même, alors le problème n'est pas ponctuel, il est structurel. Et cela ne signifie pas couper tout le monde sur un coup de tête. Cela signifie réorganiser la proximité. Moins de temps, moins d'exposition, moins d'ouverture. Plus de présence auprès de ceux qui ne vous demandent pas de vous éteindre pour être acceptés. Pour les stoïciens, l'amitié n'était pas seulement une compagnie, c'était une construction du caractère. Et cela change le critère. Vous ne choisissez pas seulement les personnes qui vous font du bien sur le moment, vous choisissez celles qui ne vous laissent pas pire après. Observez ce qu'il reste après chaque relation, parce que cet après est le diagnostic le plus honnête. Parce qu'au final, personne ne détruit votre amour-propre d'un seul coup. Il est rongé peu à peu par l'environnement que vous continuez à maintenir. Et rien ne pousse avec force dans un sol qui exige qu'il s'affaiblisse pour survivre. Leçon 7. Arrêtez de retenir ce qui est déjà terminé. Il y a quelque chose dans votre vie qui est déjà terminé dans les faits, mais que vous maintenez encore en vie avec un seul mot, encore. Ça peut encore s'améliorer, ça peut encore revenir, ça peut encore avoir du sens. Et c'est ce mot qui prolonge ce qui est déjà fini. Le problème n'est pas la fin, c'est la résistance à reconnaître la fin. Parce que tant que vous soutenez ce encore, vous continuez à investir de l'énergie, de l'attention et des attentes dans quelque chose qui ne répond déjà plus. Et, sans vous en rendre compte, vous transformez une situation terminée en un cycle qui traîne sans fin. Le stoïcisme nous enseigne que cet attachement ne renforce pas, il prolonge. Il maintient vivant quelque chose qui, dans les faits, est déjà terminé. S'aimer soi-même, c'est avoir le courage de clôturer, pas celui d'insister. Épictète disait « Ce n'est pas la possession qui nous emprisonne, mais l'attachement à la possession. Le problème est rarement ce que vous avez, c'est ce que vous refusez de lâcher. La vie est impermanente. Essayer de tout retenir de force, c'est comme essayer de garder de l'eau entre ses doigts. Plus vous serrez, plus vous perdez vite, et plus vous vous épuisez dans le processus. Réfléchissez avec lucidité. Combien de fois êtes-vous resté dans quelque chose qui était déjà terminé dans la réalité, mais pas dans votre décision? Un travail sans sens, une habitude qui ne fait qu'épuiser, une relation sans échange. Cet attachement ne vous protège pas. Il vous maintient en retard. Parce que chaque fois que vous insistez sur ce qui est déjà terminé, vous n'êtes pas fidèle au passé. Vous êtes infidèle à votre présent. Et il existe un message silencieux derrière cela. Je ne crois pas être capable de construire quelque chose de meilleur. Marc Aurèle rappelait « Le changement est la loi de la nature. Résister à cela n'empêche pas le changement, cela augmente seulement la friction. Ce que vous appelez une perte est souvent simplement le retrait de ce qui ne soutient plus la personne que vous êtes en train de devenir. Le détachement n'est pas un vide, c'est une libération du poids. C'est comme enlever du poids d'un sac à dos au milieu d'une montée. Vous ne perdez rien d'essentiel, vous gagnez en mobilité. Les stoïciens ne voyaient pas le détachement comme de la froideur, mais comme de la précision. Vous pouvez donner de la valeur à quelque chose, sans avoir besoin de le porter pour toujours. Parce que quand la vie change, et elle change toujours, ce qui reste n'est pas ce que vous avez retenu, c'est ce que vous avez construit à l'intérieur de vous. Maintenant, ramenez cela dans le concret. Aujourd'hui, lâchez quelque chose. Choisissez une chose dont vous savez déjà qu'elle est terminée, mais que vous gardez encore. Une seule. Cela peut être un objet que vous gardez sans raison, une habitude automatique qui ne fait que vous user, une conversation jamais réellement terminée, un souvenir que vous continuez à revivre sans nécessité. Maintenant, répondez de manière directe. Est-ce que cela contribue encore à votre vie, ou est-ce que cela ne fait qu'occuper de l'espace?
Si la réponse est « cela ne fait qu'occuper de l'espace », alors l'action est simple, retirer, terminer, libérer. Mais faites-le sans rituel, sans dramatisation, juste avec une décision. Le détachement ne consiste pas à ressentir moins, il consiste à arrêter de soutenir ce qui n'a plus de fonction. Et chaque fois que vous faites cela, vous renforcez quelque chose d'essentiel. J'ai confiance dans ma capacité à continuer d'avancer. Parce qu'au final, s'aimer soi-même ne consiste pas à tout retenir, mais à savoir ce qui n'a plus de sens à continuer de porter. Leçon 8. Quand plus rien n'est certain, votre calme devient votre pouvoir. La vie est faite d'imprévus. Des emplois prennent fin, des relations changent, la santé fluctue, des projets s'effondrent. Le problème n'a jamais été l'instabilité, c'est cette tentative constante de rendre tout prévisible. Parce que plus vous essayez d'anticiper ce qui ne dépend pas de vous, plus votre esprit entre dans un cycle de simulation qui ne résout rien. Il ne fait que consommer votre énergie. Pendant que beaucoup s'épuisent à vouloir contrôler l'incontrôlable, le stoïcisme propose une coupure simple, séparer ce qui demande une action de ce qui provoque seulement une réaction. Marc Aurèle disait « Si cela est entre vos mains, agissez. Si cela ne l'est pas, acceptez-le. » Ce n'est pas de la résignation, c'est une économie d'énergie. Parce que toute l'énergie investie dans ce que vous ne pouvez pas changer est retirée du seul endroit où elle pourrait réellement avoir un effet. L'incertitude est inévitable, mais elle n'a pas besoin d'être traitée comme une menace. Elle devient un problème uniquement lorsque vous partez du principe que vous devez la résoudre avant même qu'elle n'arrive. Pensez au nombre de nuits que vous avez déjà perdues à essayer de prévoir demain. Aucune inquiétude n'a anticipé une solution. Elle a seulement anticipé l'usure. L'esprit anxieux fonctionne comme un simulateur allumé en permanence. Il fait tourner des scénarios, crée des versions, teste des possibilités, mais n'en résout aucune. Et voilà l'erreur. Vous traitez ces simulations comme une préparation, alors qu'en réalité elles ne sont qu'une répétition de tension. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Ce n'est pas l'incertitude qui vous épuise, c'est l'exigence de vouloir la contrôler. Et quand vous abandonnez cette exigence, quelque chose change de manière concrète. Vous cessez d'essayer de garantir le résultat et vous commencez à renforcer votre capacité de réponse. C'est là qu'intervient la technique stoïcienne, mais avec une fonction réelle. La praemeditatio malorum n'était pas le fait d'imaginer des problèmes de manière dispersée. C'était choisir des scénarios précis et entraîner sa propre réaction face à eux. Définir ce qui est sous votre contrôle dans cette situation et quelle sera votre première action concrète si cela arrive. Cela change complètement le point de focalisation. Vous cessez d'essayer de tout prévoir et vous commencez à vous préparer à bien agir. La sérénité ne vient pas de la certitude concernant l'avenir. Elle vient de la confiance que, quoi qu'il arrive, vous ne resterez pas paralysé. Et cette confiance ne naît pas d'une pensée positive, elle naît de la répétition de décisions fermes dans le présent. Au fond, gérer l'incertitude est simple mais pas facile. Vous n'avez pas besoin de voir le chemin entier, vous devez seulement garantir le prochain pas. Comme marcher dans le brouillard, vous ne voyez pas la fin, mais vous voyez suffisamment pour ne pas vous arrêter. Et celui qui apprend à fonctionner ainsi découvre quelque chose qui change tout. Le problème n'a jamais été l'inconnu, c'était le manque de confiance en soi face à lui. Quand cette confiance se construit, l'avenir cesse d'être une menace. Parce que vous ne dépendez plus du fait qu'il se passe bien, vous dépendez de votre capacité à agir quand il arrivera. Leçon 9. La décision de penser par soi-même. Il existe un moment où vous réalisez que vous ne vivez pas de la mauvaise manière. Vous vivez aligné avec quelque chose qui n'a jamais vraiment été à vous. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme porter un vêtement qui n'a pas été fait pour vous. Il peut sembler beau aux yeux des autres, mais à l'intérieur il serre, étouffe et fatigue. Le problème n'est pas le choix en lui-même, c'est le critère qui se cache derrière. Quand vous décidez en fonction du regard des autres, vous ne choisissez pas, vous vous ajustez. Et plus vous vous ajustez, plus vous vous éloignez de vous-même. Le stoïcisme ne parle pas de devenir différent, il parle de direction intérieure, d'avoir un point fixe qui ne change pas quand l'environnement change. Épictète disait « Si vous voulez être libre, ne vivez pas à la merci du jugement des autres. » Parce que celui qui dépend de l'approbation ne prend pas de décision, il attend une permission.
Et cela a un coût silencieux. Vous commencez à construire une vie qui fonctionne extérieurement, mais qui ne tient pas intérieurement. Réfléchissez avec précision. Combien de vos décisions ont réellement été les vôtres? Les études choisies pour faire plaisir, le chemin suivi pour ne pas décevoir, la relation maintenue pour éviter le jugement. À l'extérieur, cela ressemble à des choix sûrs. À l'intérieur, ce sont des concessions accumulées. Marc Aurèle écrivait « Si c'est juste, fais-le. Si c'est faux, ne le fais pas ». C'est simple, mais cela demande de la clarté, parce que seuls ceux qui possèdent leurs propres critères peuvent appliquer cela. Les valeurs ne sont pas de belles idées. Ce sont des filtres de décision. Et si vous ne définissez pas vos valeurs, l'environnement les définira à votre place. Quand vous agissez contre vos propres valeurs, le prix n'est pas extérieur, il est intérieur. Vous perdez votre cohérence, vous perdez votre confiance en vous, vous perdez votre base. Sénèque disait « La plus grande richesse est de vivre satisfait de soi-même ». Et cette satisfaction ne vient pas du fait de toujours réussir, elle vient du fait de ne pas se trahir au moment de décider. Quand vos choix reflètent vos valeurs, quelque chose s'organise. Vous pouvez même vous tromper, mais vous ne vous perdez pas. S'aimer soi-même, ce n'est pas se sentir bien tout le temps, c'est réussir à se respecter après chaque décision. Et quand cela arrive, vous n'avez plus besoin de la foule pour valider votre chemin, parce que vous possédez déjà un critère capable de soutenir la personne que vous êtes. Leçon 10. Vous ne gagnez vraiment que lorsque vous cessez de vous diviser. La plus grande erreur concernant l'amour de soi, c'est de croire qu'il commence quand vous vous améliorez. En réalité, il commence quand vous arrêtez de vous rejeter. Le véritable amour de soi ne consiste pas à nier qui vous êtes, mais à embrasser toutes les parties de vous-même. Les stoïciens savaient que personne n'est composé uniquement de calme et de vertu. Nous portons tous des défauts, des impulsions et des contradictions. Le secret ne réside pas dans le fait de vous diviser entre ce que vous aimez et ce que vous rejetez, mais dans le fait de devenir entier. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, notait son impatience, son irritation, sa fatigue. Il n'écrivait pas pour se culpabiliser, il écrivait pour ne pas se mentir. Cette honnêteté envers soi-même est l'un des plus grands signes de force. S'aimer, c'est arrêter de prétendre que vous êtes différent de ce que vous êtes réellement. Quand vous rejetez certaines parties de vous-même, vous vivez dans un conflit intérieur. C'est comme essayer de conduire en tirant le volant dans deux directions en même temps. Vous n'avancez pas, vous vous épuisez seulement. Ce n'est qu'en acceptant autant vos victoires que vos failles, votre courage mais aussi vos peurs, que vous trouvez de la stabilité. Épictète disait que l'homme sage n'a pas honte des choses humaines. Ce n'est pas une permission d'agir sans contrôle, c'est une clarté qui évite de vivre caché à soi-même. La colère, l'envie ou la tristesse ne vous définissent pas, mais nier leur existence vous empêche de les affronter. L'amour de soi ne consiste pas à porter une version idéalisée de soi-même. C'est réussir à s'observer sans déformer, sans justifier et sans s'attaquer soi-même. Et cela change tout. Parce que lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, l'énergie qui servait auparavant à cacher commence à servir à ajuster. Les stoïciens valorisaient l'unité de l'âme. Penser une chose, ressentir autre chose et agir de manière incohérente, voilà ce qui fragilise n'importe qui. Quand vous alignez ce que vous pensez, ce que vous acceptez et votre manière d'agir, vous créez de la cohérence. Et dans ce processus, vous développez une véritable confiance en vous. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes jugé pour avoir ressenti quelque chose. Pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous avez ressenti. Ressentir n'est pas une faute. Agir sans conscience en est une. Remplacez le jugement par une observation directe. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que cela dit de moi maintenant? Qu'est-ce que je choisis de faire avec cela? La plupart du temps, le monde est déjà prêt à juger, critiquer et mettre la pression. Si vous faites la même chose avec vous-même, il ne reste plus aucun espace de stabilité. Le véritable amour de soi ne consiste pas à se complimenter sans arrêt. C'est se traiter avec un minimum de lucidité. Et la lucidité, c'est se regarder sans fantasme, sans exagération et sans fuite. Parce qu'au fond, vous ne devenez pas fort lorsque vous éliminez vos défauts. Vous devenez fort lorsque vous cessez de les fuir et commencez à travailler avec ce qui existe réellement. Intégrer la lumière et l'ombre n'est pas un discours, c'est une manière de fonctionner.
C'est arrêter de gaspiller de l'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre et commencer à utiliser ce que vous possédez déjà avec plus de conscience. Et c'est cela qui rend quelqu'un véritablement stable. Non pas la perfection, mais l'absence de conflits intérieurs inutiles.